bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous parler des femmes, des métiers des femmes de la pêche. En Bretagne, et puis un petit peu ailleurs dans les autres pays européens, parce qu'en fait, moi-même, je suis chypriote, donc un tout petit pays de l'Union européenne. Donc, je suis désolée, je sors un petit peu du paysage breton. Donc, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur les femmes, quand on pose la question comme ça, là, aux pêcheurs, aux maris, en général, ou au père, est-ce qu'il y a des femmes dans la pêche? En fait, tout le monde nous dit non, pas de femmes dans la pêche. Il n'y a pas de femmes dans la pêche. Et l'aquaculture en Bretagne, en France ou ailleurs. En fait, c'est la réponse qu'on a. Effectivement, il n'y a pas de... Selon eux, il n'y a pas de femmes dans la pêche. Pourtant, quand on regarde des cartes postales des siècles précédents, on voit que les femmes, elles étaient sur l'estran en train de ramasser des coquillages ou à choler les tuiles pour le captage des huîtres. Donc ça, en plus, c'est en Bono, c'est pas loin, mais ça aussi, c'est en Bretagne. Et donc, en fait, à l'époque, les femmes, elles allaient ramasser des coquillages tout simplement pour nourrir leur famille ou pour échanger, en fait, avec des paysans de l'endroit où elles vivaient, avec d'autres produits. En fait, au départ, c'était du troc entre les gens, mais petit à petit, elles arrivaient, et je sais, je travaillais dans l'école du Morbihan, et beaucoup de personnes nous disent qu'à l'époque, leur grand-mère partait des Sénés, par exemple, pour aller vendre les coquillages à Vannes, et elles allaient à pied, où elles utilisaient la brouette, etc. Donc en fait, les femmes ont toujours été là, et quelque part aussi avec des entretiens qu'on a fait avec des ostréiculteurs du Golfe, il y a un effet indirect, et tout le monde nous dit, les ostréiculteurs d'aujourd'hui nous disent, bah oui, il n'y a pas de femmes, mais quand même, moi j'allais ramasser sur l'estran des coquillages avec la grand-mère, et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître le métier. J'ai appris avec elle comment on cherche un coquillage, et voilà. Donc pendant les vacances scolaires, les enfants allaient avec leur mère, leur grand-mère à ramasser des coquillages. Donc c'était une première approche avec le littoral et avec les métiers qu'ils allaient faire. Ça, on l'a oublié aujourd'hui. Mais si on fait un tour de Bretagne, pour identifier en fait les contributions des femmes, il y a des contributions qui sont rémunérées, il y a des contributions qui ne sont pas rémunérées, comme on verra tout à l'heure. Donc on a des femmes qui sont à bord des navires de pêche. Il y a quelques-uns dans la salle qui reconnaissent les bateaux ici, là, qui est un bateau qui opère à Concarneau. Mais j'ai mis aussi des photos d'autres pays. Ça, c'est dans le sud de la France, à l'étang des Taux, près des Sept. Mais il y a aussi des femmes qui travaillent en Croatie, en Grèce, etc. Donc il y a des femmes dans la pêche. Quand on cherche, on trouve. Mais il faut chercher. Les problèmes, c'est difficile de les voir comme ça. Donc, ces femmes-là, elles ont le statut du pêcheur, comme les hommes. Ils ont les mêmes droits sociaux. Enfin, en France, elles cotisent à l'ENIM. Donc, normalement, elles ont droit à une retraite. Elles sont rémunérées au même niveau que les hommes. Donc, il y a des femmes qui sont à bord des navires de pêche. Et puis après, on a les femmes qui récoltent les coquillages. Dans le golfe du Morbihan en particulier, on a beaucoup de la pêche à pied. C'est une nouvelle activité. Avant, en fait, tout le monde allait pêcher les coquillages jusqu'à le moment où on n'avait plus de palourdes. Et une fois, en fait, qu'on a restauré les stocks de palourdes, le métier est devenu un métier professionnel. Donc, à ce moment-là, il y a eu des femmes qui sont entrées dans le métier.
Et effectivement, elles sont peut-être pas très très nombreuses, mais elles sont là. Les femmes, les caractéristiques qu'elles ont, c'est qu'elles pêchent à pied, tandis que les hommes dans les golfs, ils plongent pour ramasser les coquillages. Et en fait, ça différencie un peu les métiers entre les hommes et les femmes, parce que les femmes, elles n'utilisent pas les embarcations, mais elles pêchent, elles sont professionnelles, pareil, elles payent la cotisation sociale à la MSA dans ce cas-là, qui est la mutuelle des agriculteurs, et la sécurité sociale des agriculteurs. Et puis, dans le Nord Finistère, en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d'Armor, on a les ramassages des algues d'Engoémon, comme on dit dans le Nord. Et là, on a pareil, on a des femmes qui sont entraînées dans ce métier. Dans le passé, effectivement, toute la récolte était informelle. Les gens qui habitaient à Plouguerneau ou dans d'autres endroits allaient tous ramasser les algues. Mais depuis quelques années, ce métier est devenu un métier professionnel. Ils sont devenus des professionnels. Ils sont déclarés. Et donc, du coup, effectivement, leur nombre a diminué. On ne peut pas aller ramasser les algues comme ça. Et il y a des femmes qui se sont installées en tant que professionnelles ramasseuses, récoltantes d'algues. Et puis, effectivement, ici vous connaissez, mais c'est le golfe du Morbihan. Donc, on a des femmes qui sont concessionnaires qui élèvent des huîtres, principalement des huîtres, pas des moules. Dans le golfe, il n'y a pas de moules, mais houppées. Donc voilà, il y a les femmes ici, elles sont installées, elles travaillent. En général, on observe que les femmes ont des concessions ostréicoles moins importantes que les hommes. Elles ne produisent pas autant de coquillages que les hommes. Et elles font tout presque toutes seules. Il y a celles qui disent moi je mets pas plus de 25 kilos d'huîtres dans chaque poche. Et il y en a d'autres qui disent moi je mets plus. De toute façon, c'est un sport, on s'exerce, c'est comme les athlètes. Plus on s'exerce, plus c'est facile à transporter les sacs à huîtres. Et il y a d'autres qui ont adapté les chantiers à leur niveau. Elles ont fait un chantier plutôt ergonomique. Et il y a d'autres qui l'ont gardé d'une manière traditionnelle, comme c'était dans le passé. En fait, on observe aussi que certaines étaient, oui, elles étaient toutes filles d'ostréiculteurs, mais quand on regarde généralement, la concession va aux garçons, rarement aux femmes. Et même quand c'est une fille qui prend la concession, ça c'est une observation qu'on a faite, certains, quand on a une seule fille et elle vient devenir ostréicultrice, ok, à la fin on lui permet de devenir ostréicultrice, mais quelque part on donne une surface aussi au mari. Le beau-père alloue une surface au mari pour être à la même égalité que la fille. Mais l'inverse, ça ne se passe jamais. C'est-à-dire, je me marie avec un ostréiculteur, mais moi, il ne m'a rien donné, il ne donne rien aux femmes. Donc ça, c'est une observation qui est faite, mais que ce soit ici en Bretagne ou dans le sud de la France, dans les Tantaux ou à Arcachon, les principaux, ben non, les filles n'ont pas le droit. Donc, on a des femmes donc, qui contribuent aux assurances sociales de la pêche. Et pendant des années, on a cherché à trouver les chiffres. Impossible de trouver les chiffres. Bon, finalement, on a réussi à trouver des chiffres parce que l'Union européenne a obligé les États membres à
présenter tous les ans des données statistiques basées sur le sexe, hommes-femmes. Ça fait pas longtemps, c'est depuis 2017. Donc les premiers chiffres qu'on a donnés montrent qu'il y a 3% à peu près des femmes qui travaillent dans la pêche. Récemment, on a eu accès aux chiffres de la direction de pêche à Paris, de Paris. Et donc, on a refait les calculs et en fait, on trouve, si on regarde en détail les données, il y a 1,1% des femmes qui sont embarquées sur les navires de pêche. En ce qui concerne les pêcheurs à pied en général, et donc les femmes, on n'a pas de statistiques. Parce que l'Union européenne ne demande pas de produire des statistiques pour ces activités, parce qu'elles ne dépendent pas de la politique européenne de la pêche. Donc là, c'est le comité de pêche du Morbihan qui a fourni le nombre de personnes qui travaillent dans l'activité de la pêche à pied, et on a 11%, c'est des femmes. Et en conchiliculture, par contre, on a un petit peu plus de chance parce que l'Union européenne a obligé les États membres de produire des statistiques depuis 2010. Donc, du coup, on a un peu plus de statistiques qu'à la pêche. J'insiste sur les questions de statistiques parce que c'est très important, parce que normalement, on est obligé de produire des statistiques à peu près dans toutes les professions, dans tous les domaines, des statistiques hommes-femmes. Mais bon, la pêche, visiblement, on a eu des difficultés pour les obtenir. Et on verra après sur, quand il s'agit de l'emploi non rémunéré, la difficulté, elle est encore plus importante qu'ici, parce qu'ici, elles sont enregistrées, elles ont une sécurité sociale, etc. Mais pourtant, c'est difficile à les trouver. Donc pour nous, c'est très difficile les chercheurs, parce que les gens ils nous disent combien de femmes il y a dans la pêche, et on dit bah, 3,1%, et ben non, finalement, c'est 1,1%, parce qu'ils ont, dans les statistiques données à l'Union européenne, on a ajouté les femmes qui travaillent sur des navires scientifiques qui sont basés en Brest, à l'Ifremer, des jeunes navires. Et donc, du coup, on les trouve dans les statistiques pêche, mais elles ne sont pas pêcheurs. Donc, en fait, dans le travail qu'on a fait dans le golfe du Morbihan, on a demandé aux hommes de nous dire donc s'il y avait des femmes. D'abord, ils nous ont dit non. Et puis après, on a vu avec eux, j'ai mis en fait des citations qui proviennent des entretiens qu'on a fait avec eux. Et on a fait à peu près 44 entretiens avec des pêcheurs, ostréiculteurs, pêcheurs à pied. Et donc, pourquoi les femmes? Donc, en ostréiculture, sur le marché, elles ont un sens relationnel plus développé. C'est-à-dire, on considère que les femmes elles sont plus habiles à vendre les huîtres sur les marchés que les maris, ou le père ou la mère, les frères. Et elles ont plus de dextérité pour manipuler en fait les coquillages. Et elles seraient plus prudentes. En fait, au niveau de sécurité en mer, que ce soit en ostréiculture ou à la pêche, visiblement les femmes ont un sens de sécurité à bord des navires de pêche qui est plus important que les hommes. Et ça, il y a en ostréiculture, ils nous ont dit ça, mais aussi à la pêche. Et voilà, elles ne pourraient pas assurer des activités trop physiques, d'où le fait que depuis la crise de l'ostréiculture, depuis 2008, où il y a la crise de l'ostréiculture à cause de forte mortalité des huîtres, les ouvriers ostréicoles ne sont plus des femmes. On avait beaucoup de femmes qui étaient ouvrières ostréicoles, et en fait, maintenant,
ils préfèrent embaucher des personnes qui peuvent aller en mer, manipuler les poches d'huîtres, transporter sur les chalands les huîtres à terre. Et donc, du coup, on a perdu pas mal de femmes dans l'échantillon ostréicole. Et évidemment, la vision de comment une femme navigue, visiblement, c'est négatif. Elles ne naviguent pas bien, elles ne savent pas trop, et en mécanique non plus. Donc, mais elles sont conscientes, elles disent même, quand il y a des problèmes du moteur, moi je m'avais prendre mon enfant à l'école et je laisse monsieur à s'occuper du moteur. Et elles n'ont pas, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, elles ne peuvent pas assurer des activités très physiques, d'où le fait qu'on n'embauche pas en tant qu'ouvrière ostréicole, mais et sur des bateaux de pêche aussi, visiblement, quand on va faire un stage quand on est étudiante dans l'école de pêche, et quand on est dans une école de pêche et on veut aller faire un stage à bord d'un navire de pêche, nos petits camarades essayent de nous dissuader parce que ils ne veulent pas être avec nous parce qu'ils considèrent qu'ils feront plus de travail physique que quand ils sont entre garçons. Donc, ils essayent d'empêcher les filles d'aller faire des stages à bord des navires de pêche. Donc, pareil, ici, en fait, c'est des considérations qui sortent des différents entretiens qu'on a fait avec les femmes. On a essayé les regrouper par thématique, et en fait, c'est beaucoup le regard de la société et des collègues. Que ce soit dans un port de pêche ou dans un ponton où on met les chalands ostréicoles, ils sourient, ils font des remarques, ou ils ne voient pas les femmes du tout, ils ne s'adressent pas aux femmes qui font le même boulot qu'eux. Donc, beaucoup de femmes ostréicultrices nous ont dit qu'elles ont dû travailler très dur et pendant plusieurs années avant d'être reconnues par leur père masculin. Et donc, on a parlé des écoles de pêche, donc pareil, il y a beaucoup d'obstacles en fait qui empêchent les filles qui vont à l'école de pêche de devenir pêcheurs. Mais il y a toute aussi cette histoire de modernisation de nos navires de pêche. En fait, l'Union européenne ne donne plus de subventions pour renouveler nos navires. Donc, nos bateaux de pêche, ils sont très anciens, ils n'ont pas de facilités à bord, il n'y a pas de toilettes, il n'y a presque rien. Donc, c'est très difficile pour les femmes et pour les hommes de travailler dans ces conditions-là. Donc, en fait, il y a une demande demander en fait une modernisation des navires pour permettre de les mettre plus aux normes actuelles, et comme ça nous permettra de trouver aussi des jeunes pour partir à la pêche, parce qu'actuellement on a des difficultés à trouver des matelots, et nous devons faire quelque chose pour trouver des matelots. Donc peut-être que des bateaux plus modernes, avec des facilités, avec un peu plus de confort, seraient bienvenus. En dehors des femmes qui travaillent sur les bateaux de pêche ou sur les strands, on a à la pêche des ouvrières d'industrie de transformation
Et ici à Lorient, vous avez quand même un très bon exemple des femmes qui sont dans la transformation des produits de la mer. Et comme je n'avais pas de photos, j'ai pris des photos d'une exposition qui a eu au Guilvinec, où elle montre justement les femmes de Lorient en train de faire un défilé. Et les femmes qui faisaient les sardines, les peines sardines, comme on dit, vers Douarnenez, vers les pays Bigoudin, et qui étaient en fait des ouvrières, et même maintenant toute l'industrie des transformations qu'on a entre Brest et Lorient, là, les filets bleus, toutes ces usines utilisent la main-d'œuvre féminine. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont venus s'installer par ici, c'est qu'il y avait pas mal de mains pour travailler dans ces usines. Et après, on a tout ce qui est fabrication des filets. Et en Bretagne, on a une très grande usine au Guilvinec qui fait des filets de pêche et où il y a pas mal de femmes qui travaillent dedans. Et ici, c'est en Portugal, les femmes ramènent les scénaires qui utilisent qui vont pêcher la sardine. Et donc, c'est des énormes filets de plusieurs mètres et elles travaillent à ramener les filets. En Grèce, c'est une usine bien moderne qui s'est installée il n'y a pas très longtemps et où une grande partie des ouvriers sont des ouvrières. Voilà. Ben, la vente des poissons, donc, c'est aussi un métier sur les côtés droits pour vous. C'est Elsa, c'est une poissonnière de Brest, fille de pêcheurs, qui s'est installée à la vente des poissons. Et elle vient d'ouvrir un atelier, donc petit à petit, au départ elle a commencé petit, elle a acheté les poissons de son père et de quelques amis avec qui elle était à l'école. Et maintenant elle a ouvert un atelier où elle transforme les poissons. Et elle a commencé comme ça. Elle voulait devenir pêcheur, mais son papa il l'a dissuadé. Il lui a dit, fais autre chose ma fille, qu'en devenir pêcheur. Donc, elle est restée poisson, mais poissonnière. Par là, on est au Cap-Breton, c'est la vente des poissons au port. Quand les bateaux arrivent, les femmes installent les poissons et il y a une vente. Il y a les gens des régions autour, un peu comme au Conquet et dans les Finistère. Quand les bateaux arrivent, il y a la vente. Il y a plein de touristes, il y a les Brestois qui vont. Et ici aussi, il y a des gens qui vont acheter du poisson localement. Ça, tout ce que j'ai dit, c'était des activités rémunérées. Donc, mais on a aussi le travail non rémunéré. Et ça, c'était caché pendant très très longtemps, à France comme ailleurs. Donc, c'est les épouses, les conjointes, les partenaires maintenant de vie, les mères, les sœurs qui le font. C'est fait à la maison, personne ne les voit. Pour la pêche, en tout cas, personne ne les voit, tout le monde ferme ses yeux, on ne les connaissait pas. Et donc, elles font l'administration, la comptabilité, elles préparent les appâts pour la pêche, elles mettent les hameçons au bord pour la palangre, etc. Et voilà, et comme c'est à la maison ou sur les chantiers ostréicoles pour les ostréicultrices, on ne les voyait pas. Et mes collègues anglais, ils l'ont appelé, les Norvégiens surtout, ils l'ont appelé les matelotes à terre, mais pour lesquels on n'a pas de salaire, on ne donne pas une part. En général, c'est fait comme ça. Ou là, c'est au Portugal, c'est l'épouse qui aide le mari pour réparer son filet. Et là, on verra tout à l'heure un mini-film
C'est Muriel, pareil, épouse d'un pêcheur de Conquet, qui va sur la ville de Brest tous les samedis du poisson et des crabes, des araignées, parce que les crabes sont malades chez nous, là, dans le nord. Mais c'est des activités qui ne sont pas rémunérées. C'est fait comme ça, pour aider l'entreprise familiale. Pour les ostréicultrices, comme je disais tout à l'heure, avec le début de la crise en 2008, les ostréiculteurs ont développé de nouvelles activités pour combler un peu le manque de revenus. Et donc, on a pas mal, ça c'est dans le golfe du Morbihan, une dégustation d'huîtres et qui se passe, c'est très joli hein, d'ailleurs, parce que c'est à Locmaria Chiara, Léo aussi. Et en général, c'est des épouses des ostréiculteurs qui ont commencé pour aider en fait les maris et surtout en fait pour augmenter leurs revenus. Où elles reçoivent des enfants, où on explique aux enfants comment, là c'est dans le sud de la France, et la technique d'élevage des huîtres n'est pas la même qu'en Bretagne. Et ici, ils les mettent sur des cordes et ils les collent avec du ciment. C'est une autre technique d'élevage. Et donc, ils montrent aux enfants, mais on a la même chose vers l'île-et-Vilaine, vers Saint-Malo. Il y a des entreprises ostréicoles qui font exactement la même chose. Et on montre comment le métier fonctionne. Et à l'époque, les femmes de Marennes-Oléron, il y a une vingtaine d'années, elles avaient développé aussi cette activité de recevoir du tourisme dans les chantiers, et dans le but en fait de faire connaître l'huître. Parce qu'ils ont peur, quand on regarde un peu la clientèle de qui mange les huîtres, c'est toujours des gens de plus de 50 ans. Donc, par la peur qu'il y a que les jeunes ne mangeront pas des huîtres, ils invitaient les touristes à connaître leur activité et leurs produits pour manger plus tard des huîtres. Mais en fait, cette observation que les consommateurs sont des personnes qui ont 50 ans, ça fait au moins 30 ans qu'elle l'a fait. Donc ça veut dire quand même que les jeunes, quand ils arrivent à 50 ans, quand ils ont 50 ans, ils mangent aussi des huîtres, ils arrivent à ouvrir les huîtres. Parce que c'est la difficulté, c'est ouvrir les huîtres. En fait, cette activité non rémunérée sur la famille et les communautés de pêche ont un impact. En fait, c'est maintenir les revenus qui viennent du bateau ou qui viennent de la concession ostréicole, de l'ostréiculture, et ou augmenter les revenus. Comme je disais tout à l'heure, pendant la période de crise, on a développé des activités de diversification, et donc pour maintenir ou augmenter les revenus. Je sais que les activités touristiques, si on les fait d'une manière professionnelle, quelque part, peuvent apporter un revenu assez important. Parfois, il est même, dans certaines activités, il est plus important que celui de la pêche ou de l'ostréiculture elle-même. Effectivement, c'est améliorer les conditions de vie des familles et au sein de la commune dans laquelle on vit. En fait, plus les gens ont de l'argent, plus ils dépensent, donc le bénéfice revient aussi à la commune dans laquelle on habite. Ce n'est pas que pour eux, parce que si personne n'a d'argent, le commerce ne fonctionne pas, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, ça peut devenir aussi une activité touristique. Là où on fait la vente du poisson, il y a des gens des touristes qui vont regarder comment la vente s'est faite, les bateaux qui arrivent au port,
etc. Donc, ils vont boire un café, ils vont faire autre chose. Donc, la richesse reste dans la commune. Donc, on apporte de l'argent à la commune. En Sardaigne et dans d'autres pays de la Méditerranée, les bateaux de pêche ont diversifié aussi leurs activités en proposant c'est ce que les Italiens appellent la pêche tourisme. Et en France, il a été difficile à développer parce que pour mettre des personnes qui ne sont pas pêcheurs sur un bateau de pêche, ils nous font des autorisations des affaires maritimes et c'est compliqué. Et en fait, comme on a eu, surtout ici en Bretagne, on a eu les naufrages d'un bateau qui était sorti avec les fils Michelin, qui étaient à Andiane, en fait, et ils ont disparu en mer. Donc l'administration n'est pas très chaude à donner ces autorisations pour amener des touristes à bord des navires de pêche. En Corse, ils le font. En Corse, en Méditerranée, c'est différent. Donc, ils ont des dérogations, ils prennent des assurances et ils les font. Et la pêche qu'on pêche avec les personnes, c'est des tout petits bateaux. Donc, ils amènent 3 personnes ou 4 personnes. Et après, on cuisine les poissons qu'on a pêchés et ils les mangent ensemble. Mais ici, c'est un peu difficile. Mais donc, c'est un travail non rémunéré, souvent non déclaré, personne ne le sait. On ne sait pas combien de femmes le font, parce que c'est les épouses, les mères, les sœurs, on ne sait pas. On n'a pas de statistiques, mais on sait qu'il est indispensable à la survie des entreprises familiales. C'est un peu comme toutes les activités en fait artisanales, hein, pour les bouchers ou les boulanger, et la participation de la famille est nécessaire pour arriver à faire fonctionner l'activité. Donc, quelle reconnaissance et quel droit elles ont ces femmes qui, au départ, n'avaient pas du tout, on ne les voyait pas, on ne savait pas qui étaient, etc. Donc, l'Europe, elle fait des bonnes choses de temps en temps quand même. Elle ne fait pas que des mauvaises choses. Donc elle a passé aux femmes. En 1986, il y a eu une directive européenne qui demandait à reconnaître le travail des conjointes collaboratrices, des assistantes, comme on dit maintenant. Mais on ne l'a pas mis en place en France. Voilà, en France et ailleurs. Hein. La reconnaissance en fait de ce travail, c'est le même droit, c'était pour l'agriculture, la directive, et pour les activités indépendantes. Donc, il offre une protection pour la maternité, elle peut être remplacée en cas de maternité, etc. Mais on ne l'a pas mis en place du tout. Donc finalement, c'est les agricultrices qui l'ont demandé en France au départ. Hein, et les cochilicultrices se sont accrochées à elles et elles ont demandé la même chose. Et les femmes de la pêche ont demandé la même chose. Et tout ensemble, pendant la discussion, pour ce qui concerne la pêche, elles ont demandé ce statut. Cette directive a été révisée en 2010 parce qu'en fait, il y a beaucoup d'États membres qui ne l'ont pas mis en place. Donc, l'Europe a voulu obliger quelque part, c'était volontaire. En 2010, c'est une obligation de les transposer dans la loi nationale et l'appliquer. On verra qu'on a l'exception française. Il n'y a qu'en France où il est appliqué. Et c'est pas tout à fait par hasard, mais il n'y a que la France, que les femmes françaises qui ont le statut de la conjointe collaboratrice
En 98, c'était volontaire. Tu pouvais le prendre si tu voulais. Et depuis 2007, il est devenu obligatoire. Depuis 2007, les épouses, elles doivent choisir soit le statut de conjoint collaborateur, soit des salariés ou associés. Donc en 2017, on a estimé qu'on avait 590 femmes qui avaient ce statut. Bah, on était contents parce qu'au moins on avait un chiffre. Mais en fait, après, j'ai appris qu'il y avait aussi les retraités, donc ce n'était pas que les femmes actives. Donc du coup, on ne sait pas. C'est un chiffre très difficile à obtenir et qui n'apparaît nulle part dans les statistiques européennes. Tout à l'heure, une journaliste, elle m'a dit, est-ce qu'on peut chiffrer la participation des femmes dans la pêche? Je lui ai dit, non, on ne peut pas la chiffrer, parce qu'on ne sait pas. D'abord, combien elles sont et qu'est-ce qu'elles font. La demande pour obtenir ce statut doit être faite par le chef d'entreprise. Donc, c'est encore à la bonne volonté du chef d'entreprise si sa femme, elle va avoir un statut pour avoir une petite retraite à la fin. Et souvent, on avait fait les comptes à l'époque de combien ça coûtait par jour. Combien il fallait payer à la sécurité sociale pour, à la fin de la carrière d'une épouse, avoir une toute petite retraite. Ça revenait à l'époque 3,50 €. Donc je disais aux hommes, aux pêcheurs, mais c'est même pas un paquet de cigarettes. Alors je veux bien que ça coûte cher parce que l'argument c'était ça coûte cher et ils ne demandaient pas. Mais un paquet de cigarettes, c'est plus cher maintenant, mais même à l'époque, c'était un peu plus cher que 3,50 €. Donc, en fait, avec ces statuts, les conjointes collaboratrices peuvent avoir une petite retraite, un peu différente qu'à l'agriculture, parce que à l'ENIM, on cotise en fonction du poste qu'on a à bord du navire. Et les femmes, elles cotisent en 3e catégorie. Elles ont fait, donc ça veut dire les plus bas. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est la reconnaissance, en fait, d'avoir participé à l'entreprise, au bon fonctionnement de l'entreprise. Elles peuvent être remplacées les moments de congé de maternité. En cas de congé de maternité, elles peuvent être remplacées et elles ont accès à la formation continue, donc c'est ce qui est déjà pas mal, et en fait elles ont demandé beaucoup de formations au départ non diplômantes, la comptabilité, comment on fait les papiers, les fiches de paye, etc. Mais après elles ont demandé des formations diplômantes du niveau du bac, d'un BCCAM, et donc elles l'ont obtenu, donc on pouvait faire quelque chose d'équivalent d'un bac. Donc pourquoi la France a reconnu ce travail-là? Je dis il y avait des conditions très spécifiques. On était en 93-94, grande crise de la pêche en Bretagne et en France. Ici à Lorient, il y a eu beaucoup de comités de survie qui ont été formés à l'époque. Et donc les femmes ont pris la conscience que leur activité était vulnérable. Elle pouvait être très profitable, mais en même temps, à un moment donné, on peut ne plus gagner rien du tout. Donc, elles se sont organisées, elles ont fait des rencontres avec les députés au niveau local pour présenter leurs revendications. Je schématise, hein. Et donc, elles se sont organisées. Et c'est comme ça, en fait, qu'elles ont eu les statuts et du conjoint collaborateur. Et parce qu'on était en discussion de la loi pêche au Parlement. Et donc, elles sont allées à Paris
ils ont vu là-bas aussi les députés, mais toute l'action s'est passée vraiment au niveau local. Et elles ont obtenu vraiment, la dernière minute, on a inscrit dans la loi les statuts du conjoint collaborateur. Et un homme politique, c'était un homme, un breton, leur a dit aux femmes après, « Ah, on vous a fait un cadeau. » Mais en fait, ce n'était pas un cadeau, puisque la directive européenne existait depuis 1986. Donc, ils ont fait qu'à se mettre en conformité avec la législation européenne. Mais donc, on leur a dit, on vous a fait un cadeau. Mais on ne savait pas qu'il y avait la directive. Et on l'a su dans une réunion, on était avec des Espagnols, et une juriste espagnole a parlé, et elle a expliqué qu'il y avait cette directive. Et donc, les femmes bretonnes, elles ont dit, ben zut, alors ils nous ont dit qu'ils nous ont fait un cadeau. Mais ça existait, on s'est mis en conformité avec la législation. Donc, les femmes françaises, en fait, elles sont les premières à être organisées après la grève, donc les statuts. On a fait un référentiel du métier du conjoint collaborateur et elles étaient organisées en des associations. Et il y a certaines femmes ici à Lorient qui étaient pionnières de ces mouvements. Et on a fait pendant plus, je dis on parce que j'ai participé aussi, beaucoup de réunions avec d'autres femmes européennes. Elles ont fini par construire un réseau européen des femmes de la pêche pour faire du lobbying auprès des institutions européennes. Et finalement, c'est beaucoup plus facile à faire du lobbying auprès des députés européens et de la Commission européenne qu'en France pour les femmes. Et on a gagné des choses. Donc la révision de la directive de 2010, c'était le réseau qui l'a demandé, la Commission l'a modifié, mais il reste beaucoup à faire. Donc en fait, a priori, les femmes ont d'autres demandes, d'autres revendications que les hommes quand elles sont actifs. Donc, défendre leurs droits, c'est important. Faire des statistiques basées hommes-femmes, c'est très important. On a vu qu'en fait, on ne sait pas vraiment combien on a. Et donc, il y a une demande auprès de l'Union européenne pour ces statistiques. Et à la pêche, on a toujours des subventions. Ils demandent de savoir combien de ce budget va aux femmes. Parce qu'en fait, on finance, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est fait pour les femmes, qu'est-ce qui est donné au projet des femmes, etc. Donc, c'est un peu normal que la Commission européenne, les États membres, donnent des statistiques à la Commission européenne qui fait publiquement combien d'argent a été dépensé pour les femmes. L'avant-dernier fonds structurel, parce qu'en dernier, comme l'Angleterre est partie, ils n'ont pas fait une évaluation de leur fonds structurel, mais au précédent, ils avaient fait rien. C'était quasiment zéro. Et donc, comme c'était une critique, l'Union a décidé de mettre un indicateur femmes-hommes. Mais comme il m'a expliqué quelqu'un de la région Bretagne, quand on fait des demandes de financement, on les fait au nom d'une entreprise. On ne sait pas si le propriétaire c'est un homme ou une femme. Donc on ne peut pas renseigner cet indicateur. C'était la réponse qu'il m'a donnée. Alors je lui dis, mais vous avez qu'à mettre en bas un truc, combien de femmes, combien d'hommes travaillent dans l'entreprise. Ce n'est pas très difficile. Je crois que depuis, il le fait. Donc la modernisation des navires de pêche, comme je le disais, ça permet en fait d'améliorer les conditions de travail à bord. On a remarqué aussi que dans la pêche à pied,
il y a une certaine réglementation qui dit c'est un sac de 35 kilos. Et tu dois l'amener une seule fois. Tu ne peux pas aller et revenir, c'est un seul sac. Et donc c'est ce qui veut dire que les gens, que ce soit des hommes ou des femmes, sont obligés de porter 35 kilos sur leur dos. Et c'est très difficile pour les femmes, c'est très difficile. Et il nous reste le principal point qui est accroître la participation des femmes dans les décisions et surtout dans les comités de pêche ou de coucheliculture. Donner la parole aux femmes, je n'ai pas dit parce que ce n'était pas le sujet, mais beaucoup de femmes ont dit c'est difficile à être accepté. Voilà. Donc, parce que les réunions se passent en désert où elles ne peuvent pas aller, où il faut vraiment faire des preuves pour être accepté, etc., etc. Donc, cette participation, c'est important. Voilà, je termine. Excusez-moi. Je vais vous embêter 2 minutes pour vous montrer 2 petits documentaires, mais tout petits, des femmes on a fait en fait des petits films pour montrer le travail, les diverses actions, tâches que font les femmes bretonnes. Je m'appelle Catherine, je suis récoltante d'algues de rive avec mon mari. On récolte les algues sur l'estran, à la faucille, tout est fait à la main. Il n'y a que le tracteur qui vient pour prendre les gros tas qu'on fait. Alors nous, on récolte essentiellement l'algue brune, donc l'Ascophyllum nodosum et le Fucus vesiculosus et Serratus. L'été, on fait du séchage de laminaire sur dune, du pioca blanc. On récolte aussi des algues alimentaires telles que l'Ulimentalia, la Saccharina et la Dulce. Je m'occupe de tout ce qui est papier, comptabilité, relations clientèle. Alors toujours aussi en binôme avec mon mari sur la relation clientèle. On est complémentaires. J'adore mon métier. Comme dit mon mari, si bien, c'est le métier qui vous épouse. À l'origine, j'étais pas du tout dans ce métier-là, j'étais moi en maison de retraite. Donc rien à voir, j'ai tout appris sur le tas. Je le fais toute l'année. C'est un métier qui est très difficile, très physique, qui n'est, je pense, à mon avis, pas donné à tout le monde. Mes parents faisaient ce boulot-là. Moi, je voulais faire aide-soignante en fait. C'était compliqué de rentrer dans les écoles d'aide-soignante et ça s'est trouvé qu'ils m'ont proposé de venir travailler un petit peu avec eux. Du coup, c'est de là que j'ai essayé un petit peu et j'ai vu que ça me convenait. Mon frère, du coup, il ne fait pas que la coquille en fait. La coquille, c'est 3/4 d'heure, 2 fois par semaine. Bon, après, il y a le temps de trier et tout, mais il fait aussi bien les araignées que les casia homards, le poisson. Lui, il s'occupe de tout ce qui est les déclarations, des captures et tout ça. Et moi, par contre, je gère tout ce qui rentre dans le bâtiment au niveau de la pêche. C'est moi qui gère comptabiliser pour les salaires des gars, quoi.
On a chacun notre partie. Moi, je fais tout ce qui est facture, tout ça. Et lui s'occupe de son truc de pêche, quoi. J'ai passé mon capacitaire pour pouvoir patronner également les bateaux si j'ai besoin, et puis même pour être inscrit maritime également. Après, j'ai pas fait de formation pour savoir préparer le poisson. C'est ma mère qui m'a appris, voilà quoi. Du mardi au samedi, donc 5 marchés par semaine. Ça fait 18 ans que je fais ce boulot, mais au tout début, tu arrives, tu as 18 ans sur les marchés, tu sais, t'as vite fait, tu as un métrage, tu as vite fait que le voisin d'à côté il empiète sur ton métrage. Si tu te laisses marcher dessus, il ne le ferait pas forcément avec un homme, quoi. Bon, après, maintenant, les collègues ils me connaissent et tout, donc bon, ça va, quoi. Mais au début, c'est vrai que c'était pas forcément simple. T'as des gens, ils aiment pas spécialement la coquille de Brest parce qu'il y a du corail que nous. Il y a juste en fin de saison qu'il y a un peu de corail. Mais au niveau du prix, c'est pas le même prix non plus que celle de Brest. Hein. Celle de Brest, ça vaut des fois deux fois plus cher que la nôtre. Hein. Il y en a vachement moins dans le gisement de la rade qu'en baie de Saint-Brieuc, quoi. Donc, bah oui, maintenant, je ne rechangerai pas. Puis c'est bien, tu rencontres des gens, et puis c'est vrai que tu vois régulièrement les personnes, tu connais les enfants, les petits-enfants des fois, c'est vrai, c'est plaisant. Hein. Puis tu changes tous les jours, c'est pas la même chose. Tu vas sur un marché, mais c'est pas les mêmes gens, le contexte est un peu différent, quoi. Déjà, je faisais pour mes parents, donc j'étais déjà du milieu, et puis ça me plaisait beaucoup. Et j'ai fait un BTS commercialisation des produits de la mer, c'est là que j'ai rencontré mon mari. À l'époque, je ne pensais pas qu'il allait être pêcheur du tout, mais bon, quand il a repris le bateau de son père, je me suis bien vue reprendre le marché de sa maman. Je crois pas qu'il soit plus petit, hein. Non. Je sais pas si voilà. Je vous dis le poids. 2,5 kg. Déjà, je vends en direct une infime partie de sa pêche. Je mets fait pourcentage, mais c'est moins de 10%. Parce qu'il n'a pas beaucoup de divers, il pêche beaucoup de la lotte. Donc je ne vais pas vendre des centaines de kilos de lotte en direct, donc je vends surtout le divers en direct. Ça permet de valoriser un petit peu le poisson. J'aime plus aller au marché le samedi matin que d'aller à l'arrivée du bateau. Parce que je ne sais jamais où est-ce qu'il va accoster, si mon camion va gêner là où je vais m'installer. Parce que quand tout le monde arrive en même temps, c'est un peu le bazar le port. Souvent le vendredi, les gens appellent pour savoir ce que j'aurai, ce qu'il a pêché le vendredi, ce que j'aurai le samedi matin. Donc déjà, je note les commandes. Après, le samedi matin, vers 8 h, je vais chercher le poisson au conquet qui est mis dans une glacière. Et les crabes que Olivier m'a sorti de l'eau, qu'il a déjà mis dans le camion. Et je m'installe vers 9 h 30 à Brest. Moi, je ne cherche pas à avoir trop de monde non plus. Parce qu'après, je suis vite à court de marchandises. Si c'est pour ne plus pouvoir fournir mes clients historiques, parce que j'ai des nouveaux clients, c'est un peu dommage. Et puis on s'attache, en plus, moi je m'attache vachement. Des petits papis, mamie à Saint-Pierre, là, je connais toute leur vie depuis le temps. Puis eux, ils connaissaient la grand-mère d'Olivier, tout ça, parce que son père, Olivier, était originaire de Saint-Pierre. Ses grands-parents, en fait, avaient une ferme du côté de la Rentelle, et sa grand-mère vendait du lait, en fait. Donc après, quand mon beau-père s'est mis à la pêche et que ma belle-mère a commencé la vente, il connaissait déjà la famille, quoi. Et c'est le même marché que je fais, donc c'est des clients qui sont là depuis 30 ans pour certains.
Merci beaucoup Katia pour cette conférence fort intéressante sur les femmes dans les métiers de la pêche. Avant de passer la parole au public, j'avais envie juste de vous poser quelques questions pour préciser certaines choses. Peut-être la première, c'est sur les vidéos qu'on vient de voir à l'instant. On sent bien que c'est surtout une transmission féminine. Enfin, en tout cas, il y a quand même quelque chose qui se transmet de belle-mère en belle-fille ou alors de mère en fille. Ça reste quand même assez important aujourd'hui, cette partie-là de l'apprentissage du métier. Oui, en fait, surtout à la vente, c'est belle-mère à belle-fille. Ah oui, ouais. Non, mais j'ai réfléchi à toutes les femmes que je sais qui font la vente, et effectivement, c'est la belle-mère et la belle-fille. Une autre personne que je connaissais, la belle-fille n'a pas pu prendre les postes qu'elle avait la belle-mère parce que les clients s'adressaient à la belle-mère et jamais à la belle-fille. Donc elle est partie pour faire d'autres marchés dans d'autres endroits. Et maintenant que la belle-mère est partie à la retraite, on n'a plus de poissonnière. Justement... Mais en fait, je voulais dire simplement qu'à Brest, il y a une tradition de la vente en direct des poissons par les gens du Conquet depuis très longtemps. Depuis des années. Et donc en fait, c'est des postes que la ville a donnés à des familles et c'est une continuation en fait de ces postes-là par les mêmes familles. Et dès qu'il y a quelqu'un qui s'en va à la retraite, c'est terminé. Et donc Muriel, elle va à Saint-Pierre, donc un quartier de Brest, devant la poste, et c'est cet endroit-là... Voilà. Oui, c'est ce qu'elle explique d'ailleurs... Au tout début, c'est que justement sa belle famille était déjà installée, mais pour d'autres produits auparavant. Et pour revenir un peu sur les métiers vraiment peut-être à bord des bateaux de pêche, ou sur la conchyliculture par exemple, est-ce qu'aujourd'hui on remarque qu'il y a une présence un peu plus importante des jeunes filles qui souhaitent se former, notamment dans les écoles de pêche, sur ces métiers? Tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un à l'école de pêche, au lycée maritime de Cherbourg, il n'y a qu'une fille à la section pêche. En culture marine, donc conchyliculture, il y a plus de filles. Mais à la pêche, il y a un peu moins. Donc, mais il y a des filles qui veulent devenir pêcheurs. Ça rejoint un peu ce que vous disiez. Parce que le micro ne marche pas très bien. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur les équipements sur les bateaux de pêche, sur l'adaptation aussi de la pêche à des contraintes plus ou moins, enfin, qui peuvent finalement arranger aussi les hommes, mais en tout cas qui sont plutôt initiées par des femmes au départ, comme la porte de charge lourde ou des aménagements sur les bateaux. Oui. Oui, ou les tenues de travail, peut-être, si vous vouliez en dire un mot. Rose. Non, il n'y a pas encore de ciré rose et de boîte rose pour les pêcheurs femmes. Mais ça va venir, hein? Oh non. Non, mais vous disiez que... Ah oui, c'est en fait sur les femmes, que ce soit les ostréicultrices, mais surtout les pêcheurs à pied et les ramasseurs d'algues. Là, on a vu une, mais qui était sur l'estran parce que l'espèce qu'elle ramassait, elle était sur l'estran. Mais en général, on porte une combinaison pour la plongée. Et ces tenues de plongée sont réfléchies pour les hommes. Et donc, il faut faire des retouches. Et en fait, toutes les filles qui font de la plongée comme activité de loisirs, toutes elles font les retouches de leur combinaison. Sinon, effectivement, une grande difficulté qu'elles ont les pêcheuses à pied, c'est le manque de toilettes. Je crois que, je ne sais pas si elle était dans une... Mais pendant l'été, quand il y a du tourisme, à certains endroits, on a des toilettes. Mais après, il n'y en a plus. Donc, c'est très difficile pour une femme d'enlever sa combinaison et aller aux toilettes dans l'eau, comme ils font les garçons. Et donc, ça pose un problème. Et donc, elles mettent en place des stratégies, c'est-à-dire elles ne boivent pas.
pour éviter d'aller pendant l'heure de la marée aux toilettes. Et voilà. Donc, mais en fait, on a fait des petites réunions comme ça pour trouver des points qui sont des blocages pour ces activités et pour les femmes de pratiquer ces activités. Et j'imagine, juste pour rester là-dessus, pareil pour les combinaisons qui sont portées sur les bateaux de pêche qui sont quand même avec des salopettes, etc. C'est peut-être pas forcément évident pour des femmes de les porter, notamment pour... Ah ça, je n'ai pas posé la question. Ah, bon bah, prochain axe de recherche. J'avais aussi une précision à vous demander, peut-être que ça semble clair pour le public, mais je pensais qu'on pouvait l'éclairer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre le statut de conjointe collaboratrice, celui de salarié, celui d'associé? En fait, c'est un statut qui est calqué sur le statut agricole. Enfin, voilà, et justement, est-ce que vous pouvez peut-être nous redéfinir un petit peu quelle est la différence entre ces trois statuts et pourquoi on choisit l'un plutôt que l'autre? Pourquoi on choisit l'un et l'autre? Donc, le statut salarié, c'est un statut tout à fait normal, comme tous, on est payé. Il y a plein de gens qui l'ont demandé parce que ça a un coût, plus élevé que le statut du conjoint collaborateur qui est moins cher parce qu'on ne cotise pas de la même façon. Et maintenant, certains ostréiculteurs emploient leurs conjointes. Parce que surtout quand elles font des activités de diversification où en fait il y a un revenu supplémentaire et donc ils estiment que leurs femmes qui généralement ont abandonné d'autres métiers pour venir faire ça, elles doivent droit à un salaire. Donc il y a un salaire normal. Et pour les conjointes collaboratrices, parce qu'en fait, pour la pêche, on est à l'ENIM, mais pour l'ostréiculture aussi, on peut être à la MSA. Ça dépend si on utilise un bateau ou pas. Par exemple, dans l'Ambet-Saint-Malo, non, l'Ambet du Mont-Saint-Michel, on peut aller en tracteur sur l'estran, sur les chantiers ostréicoles, sur les concessions ostréicoles. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on trouvait plus de femmes conjointes collaboratrices à l'ostréiculture que Dans la pêche. dans les moules. Ouais. Par exemple, les moules, on va en bateau. Donc on utilise un bateau, donc on est obligé d'être à l'ENIM, qui est la sécurité sociale des pêcheurs. Et pour les associés, parce que là, il n'y a pas de salaire, en fait. Quand on regarde les statistiques, c'est en cochiliculture en particulier, il y a salariés, non salariés, et en fait, associés, ça ne donne pas nécessairement un revenu. C'est juste une reconnaissance sociale, mais pas... D'accord. Mais ça ne donne pas lieu à un salaire, mais par exemple, dans le cas d'un congé maternité, comment ça se passe? Mais elles doivent passer sur... Elles rebasculent sur une autre type de... En plus, en cochiliculture, ils changent des statuts en fonction de l'âge, et ils peuvent passer un chef d'exploitation un moment, après ils laissent à l'épouse, en général, ils laissent à l'épouse devenir chef d'exploitation à la fin. Car eux, généralement, sont partis à la retraite. Donc il y a souvent, et on passe de l'ENIM à la MSA à certains endroits. Donc ça dépend comment ça les arrange. Et justement, du coup, le fait de voir des chercheurs et des chercheuses comme vous qui travaillaient sur ce domaine-là, justement, vous avez montré qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres, qu'on a du mal à savoir combien il y a de femmes dans ce secteur, etc. Est-ce que c'est aujourd'hui un champ de recherche qui s'ouvre davantage qu'il n'y a encore 10 ou 15 ans? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Vous n'êtes pas très optimiste. Si, ça dépend des pays, en fait. Hein. Chez les Espagnols,
il y a peut-être un peu plus de personnes qui travaillent sur les femmes, parce que par exemple, dans la région de Galice, les femmes pratiquent la pêche à pied, donc avec des organisations, avec un statut, et elles gèrent la ressource elles-mêmes, et donc il y a peut-être un peu plus de chercheurs qui vont vers ça. Mais maintenant c'est très à la mode, parce qu'on est obligé de produire des données sur les femmes, ou des données, mais aussi expliquer qu'est-ce qu'elles font les femmes. Et donc on a des jeunes femmes qui arrivent. Là j'ai eu une jeune qui était à l'université au Pays Basque espagnol, et à qui j'ai dirigé son master, son mémoire de master. Il y a des jeunes femmes qui veulent bien. Maintenant, comment on peut trouver après... Oui, pourquoi pas, il y en a une dans la salle qui aurait bien voulu faire son doctorat sur cette question-là. Mais il y a des jeunes femmes qui sont intéressées, mais ça reste quand même limité. Est-ce que vous avez des questions à poser ou des réactions? N'hésitez pas. Je vous laisse le micro. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais une question plutôt sur vous, sur votre parcours. Vous disiez que vous étiez chercheuse, mais que vous aviez aussi participé alors j'ai plus le nom exact, mais aux comités européens qui sont construits pour porter le sujet auprès de l'Union européenne. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus sur l'action de ces comités, et puis pourquoi en fait vous vous êtes engagée là-dedans. Enfin, vous êtes un peu du coup sortie de votre rôle de chercheuse à ce niveau-là. Oui, parce qu'en fait, je pense que pour faire ce type de travail, il faut faire plus, c'est ce qu'on appelle la recherche-action, c'est-à-dire être avec les gens et avec les personnes qu'on étudie, et c'est beaucoup plus parlant quand on fait ce travail-là. Et en fait, j'expliquais tout à l'heure à quelqu'un dans la salle que c'est tout à fait par hasard. J'avais fait mon doctorat sur les femmes, pas du tout en Europe, dans un pays du Sud. Et j'ai commencé à travailler sur la pêche. Et à un moment donné, avec des pêcheurs, avec des hommes, et à un moment donné, je me trouvais avec des épouses à discuter. Donc, du coup, on voit cette partie qui est sociale, qui n'apparaît nulle part en général dans la pêche, l'arrière de l'activité. Et à un moment donné, l'association des femmes de Bretagne, ici, dans les Morbihan et dans le Sud Finistère, elle voulait faire une réponse à la Commission européenne par rapport à la politique commune de pêche. Et ils m'ont demandé de venir les aider. Donc, c'est comme ça en fait que ça a commencé. Donc, je les ai aidés. J'ai trouvé quand même que toutes ces femmes, elles font plein de choses et personne ne les connaît. Et c'est comme ça où je dis j'ai participé avec, parce que on a présenté un projet à l'Europe qui a été financé, et à partir de là on a commencé à faire des réunions entre femmes, parce qu'on n'était pas autorisé dans ce type de projet de faire la recherche, faire des échanges entre femmes, et en fait de différents pays, et en fait c'est très riche. Parce qu'en fait, on construit l'Union européenne, mais l'Union européenne, c'est les gens qui parlent des langues étrangères, qui communiquent, mais entre citoyens qui ne parlent pas de langue étrangère, on n'a pas de communication. Et là, on a eu l'opportunité à communiquer et à échanger. Et beaucoup des choses qui se passaient ici, sont parties en Espagne, les mêmes activités, les mêmes idées, ou d'autres sont venus ici. Ou ailleurs. Par exemple, les statuts du conjoint collaborateur qu'il n'y avait pas dans les autres pays. Et les Italiennes, les Hollandaises, elles sont parties réclamer
ces statuts auprès de leurs autorités. Et en fait, les Italiens n'ont jamais réussi. Pourtant, en agriculture, il y a, mais pas à la pêche. Ils n'ont pas voulu leur donner. Les Hollandaises, en fait, elles ont... le système social de chaque pays européen est différent. Et en Hollande, elles ont droit à une retraite minimum, travailler ou pas travailler. Et elles ont accès aux soins, à la santé. Les statuts ne leur offraient pas ces bénéfices-là, mais ça leur permettait la reconnaissance de leur activité au sein de l'entreprise de pêche. Et donc, elles voulaient absolument l'obtenir juste pour dire on existe. Même si en droits sociaux, on ne donnait pas beaucoup. En Espagne, pareil, la santé est donnée à tout le monde. Et donc, ce n'était pas pour avoir accès à la santé. Mais les Espagnols, ils ont aussi une caisse spéciale pour la pêche, comme nous on l'a l'ENIM, et les femmes qui pêchent les coquillages, finalement, quand elles se sont organisées, elles ont pris un statut, et donc elles ont accès à une retraite. En fait, c'est parti un peu comme ça, et c'est vraiment la richesse, c'était ça, ces échanges, avec des gens qui pratiquent, qui n'étaient pas les représentants des représentants. C'était des femmes actives qui étaient là, et ça change beaucoup. Quand tu échanges entre tes pairs... Personnes directement concernées. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Bonjour. Sur le nombre de personnes, de femmes, qui, comme on voit sur la photo, sont dans des usines de pêche, dans transformation. Est-ce qu'on connaît la proportion de femmes par rapport aux hommes? Parce qu'on pense bien sûr aux Open Sardines, on pense bien sûr à ce qui se passait autrefois, et là aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, qui laisse des traces sur le corps, qui ne sont pas reconnues par la médecine. Je parlais avec quelqu'un qui a travaillé pendant 15 ans dans des conditions CAD-4, enfin c'est effrayant. Et moi je m'attendais à voir quelque chose là-dessus, parce que c'est quand même un énorme problème, toutes ces femmes qui tout d'un coup sont éjectées, et qui ont dans leur corps ces marques, ces traces. Donc on en avait entendu parler avec le roman de Joseph Pontus, À la ligne. Et sur les femmes, j'aurais été, comme j'ai vu cette photo, curieuse de savoir quelle était la proportion actuelle dans des usines comme à Lorient. Je fais juste avant de vous redonner la parole. En fait, on reviendra sur le rôle des femmes, notamment au port de pêche de Lorient, au mois de mars prochain. Donc, si vous voulez revenir, voilà, c'est en préparation. Je vous laisse la parole, Daniel. En fait, j'ai oublié les mettre, mais là, on a des statistiques. C'est à peu près 65% c'est des femmes. Et on a beaucoup de pays, les pays baltes européens, donc la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie, ont beaucoup de femmes, ont beaucoup d'usines de transformation en fait. Elles transforment les poissons pour d'autres pays qui exportent après. Hein. Et donc là, c'est majoritairement des femmes. Mais c'est un emploi féminin. Effectivement, ça laisse des traces. Je vais prendre l'exemple en dehors de ce que vous avez dit pour ici. Au Canada, les femmes qu'elles décortiquaient les crabes ont développé beaucoup des allergies. C'est pour ça qu'à la fin, on envoie les crabes à Chine, qui les décortiquent et qui nous les renvoient. Ou les crevettes. Les crevettes, c'est pareil. Les petites crevettes qu'on pêche dans la mer de Wadden, donc vers la Hollande. La Hollande et l'Allemagne et le Danemark.
on pêche les crevettes, elles sont petites, on les envoie au Maroc, oui, et qu'ils les renvoient et qu'elles sont consommées ici. Donc en fait, dans beaucoup d'endroits, on a externalisé, on a envoyé. Mais au niveau de carbone, je ne sais pas si on est durable. Peut-être une petite dernière question, oui. Je pense que je n'ai pas besoin du micro, mais bon. Allez-y. Bonsoir. Juste savoir s'il existe aujourd'hui, dans le contexte de la pêche, les difficultés de la pêche en France, une politique d'amélioration des bateaux, justement, pour amener plus de femmes vers ces métiers sur les bateaux. Et si elle existe, qui la finance? Pour l'instant, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les subventions européennes ne vont pas vers la construction des navires. Par contre, dans mes périples dans les différents ports, je vois des pêcheurs qui font des nouveaux navires, qui vont aussi les construire en Turquie ou ailleurs, et qui les ramènent. Donc j'espère qu'ils ont mis des toilettes. Mais en fait, comme on a un problème de recrutement dans la pêche, on peut aussi imaginer beaucoup de choses en dehors des toilettes, en dehors des choses. On peut imaginer aussi une subvention au navire qui embauche des femmes. Quelque chose. Il faut offrir des opportunités ou des attractivités, oui. Pour attirer, pour que les pêcheurs puissent embaucher des femmes. Et je l'ai proposé au précédent directeur de pêche qui m'a répondu, mais madame, ça c'est la discrimination. Pourtant, avec 3%, enfin, voire 1% des femmes sur les bateaux de pêche, il y a un peu de... Il y a de la marge. Je dis non, c'est la discrimination positive. Ouais. Ah, tu avais une question? J'avais une question juste. Est-ce qu'il existe des navires 100% féminins, en fait, comme pour, avec des revendications, voilà, pour se dire, c'est possible, on le fait, c'est-à-dire voilà, comme des féministes, mais sur mer, quoi. Oui, en Galice. Mais c'est expérimental. Donc depuis, je ne sais pas si ça fonctionne, mais il y avait une personne à l'administration galicienne, donc de la pêche, de la région pêche, le service pêche de la région de la Galice, qui a expérimenté justement parce qu'elle a dit, moi j'en ai marre de nous dire que les femmes ne peuvent pas, donc ils ont mis des femmes sur un bateau, ça a marché. Mais sans aller très loin, on avait un exemple dans les Finistères, oui, où c'était la mère et la fille qui pêchaient. C'était la fille, la patronne de pêche, et la mère, la matelote. Et ça marchait. Elle faisait l'andraque dans la rade de Brest pour les coquilles Saint-Jacques, entre autres, et les filets. Donc c'est la petite pêche quand même, c'est pas la grande pêche. Le temps a passé, je vais devoir vous remercier. Vous pouvez de toute façon venir discuter avec Katia juste après, on a encore quelques minutes. Je voulais quand même, je voulais d'abord vous remercier d'être venu ce soir et d'avoir été si pédagogue avec nous et nous avoir appris tant de choses. Donc je vous remercie d'être venu et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver à d'autres occasions. Pour le public lorientais, la prochaine fois, donc ce sera, attention, un mercredi, tout simplement parce que nous nous inscrivons dans vous savez ce que c'est le mois du doc, c'est vraiment tout un mois en France qui est consacré au cinéma documentaire. Et là, pour le coup, on s'est inscrit dans ce mois du doc pour proposer une projection d'un film fait par
une réalisatrice qui habite juste à côté de Lorient et qui a filmé 5 femmes qui travaillent dans le pays de Lorient. Ça fait, je crois que c'était en 2018, et qui s'appelle Travailleuse. Et il y aura une rencontre avec cette réalisatrice après. Donc on change de domaine. On va parler agriculture, on va parler dans d'autres domaines, mais je vous invite à nous retrouver le 15 novembre. En tout cas, merci beaucoup d'être venus et puis j'espère à bientôt. Merci.